D'accord. Bonjour, on va reprendre. Donc, je suis Pierre Aski, cofondateur de Rue 89 et partenaire de cette journée qui fut dense, qui fut... alors, après la dernière table ronde, je ne sais plus si Internet c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas c'est intéressant et ça pose un certain nombre de questions. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant avec cette leçon de clôture, parce que le propre des révolutions technologiques ou des changements de paradigme comme ceux que nous vivons en ce moment et dont nous parlons depuis ce matin, c'est que quand on est dedans, on a le nez dans ce qu'on vit, on n'a pas nécessairement le recul pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui change dans nos comportements, ce qui est de notre libre arbitre et ce qui est généré par des forces que nous ne connaissons pas ou que nous ne maîtrisons pas. Et c'est là qu'on a besoin de gens comme Dominique Cardon, on a besoin de gens qui font un pas de côté pour nous aider à comprendre, pour nous aider aussi à nous donner les armes pour que nous restions, dans la mesure du possible, maîtres de nos destins. Je ne sais pas si, après ce qu'on a entendu tout à l'heure, on peut imaginer qu'on sera totalement maître de nos destins numériques, mais en tout cas, comprendre, c'est un pas indispensable pour avancer. Alors, Dominique Cardon est chercheur au laboratoire des usages d'Orange Labs. Il utilise les armes de la sociologie pour comprendre ce qui nous arrive, ce que nous faisons avec nos smartphones, ce que nous vivons dans nos navigations Internet, ce que nous vivons dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, dans nos relations de travail et au-delà. Et c'est un outil extrêmement intéressant. Ça fait plusieurs années qu'il trace cette voie un peu parallèle pour nous aider à comprendre tout ça. Et il jalonne ce chemin de quelques ouvrages qui font référence parce qu'il y a besoin de production intellectuelle sur ces sujets. Et je pense notamment à La démocratie Internet, promesses et limites, qui était paru en 2010. J'étais dans le jury des assises du journalisme et nous lui avons donné à l'époque le Grand Prix des assises du journalisme parce que c'est un livre qui posait un certain nombre de questions sur à la fois les possibilités de la réinvention de la démocratie, mais aussi comment les réseaux sociaux et les nouveaux modes de communication sur Internet influaient sur nos vies de citoyens et pas simplement de consommateurs. Et il y a cette mise en garde dans ce livre qui, je pense, résume sa démarche et peut-être aussi une partie de la tonalité de cette journée. Cette révolution qui est en train de se dérouler sous nos yeux est une aubaine dans la mesure où elle approfondit et complexifie le régime démocratique. Pourtant, il ne faut pas l'accueillir avec une satisfaction béate. Avant de la célébrer, il faut la penser tout en s'interrogeant sur ses limites. Et je pense que cette phrase, s'adressant à l'impact d'Internet sur nos pratiques démocratiques, concerne l'ensemble de nos pratiques et ça participe de son nouveau livre qui vient de sortir, qui a un titre étonnamment poétique, À quoi rêvent les algorithmes ? Alors, nous, on a une règle sur notre site, c'est qu'en général, quand on met le mot algorithme dans un titre, on sait qu'on plombe l'audience parce que c'est un mot qui fait peur, qui sert de repoussoir et qui fait penser aux gens que de toute façon, ils ne vont pas comprendre. Alors, je vous rassure tout de suite, au-delà de la poésie du titre, c'est un livre qui est extrêmement compréhensible, même pour ceux qui, comme moi, ne comprennent rien au calcul, aux mathématiques et au savant dosage que constituent ces systèmes de calcul, de big data, de données massives et qui sont le cœur aujourd'hui de tout ce que nous vivons au quotidien. Et ce livre s'interroge non seulement sur le fonctionnement de ces systèmes, mais il essaye de nous pousser peut-être, nous citoyens, à non seulement nous interroger, mais aussi à chercher les moyens de reprendre un peu de contrôle sur nos vies, que ces
que ces boîtes noires, pour employer un autre terme, utilisent à des fins qui ne sont pas nécessairement celles que nous souhaitons. Dominique, je te passe la parole et puis nous reprenons ensuite un débat. Bon, merci beaucoup Pierre, merci pour l'invitation. Je suis à vrai dire un peu intimidé, puis surtout je suis un peu ennuyé de devoir faire une leçon qui ne va pas être du coup une leçon, mais après la journée passionnante qui vient d'avoir lieu, donc je ne vais pas ennuyer tout le monde avec un texte et essayer assez rapidement de dire quelques petites choses en profitant d'une certaine manière de l'invitation pour faire un petit exercice de désenvoûtement. Parce qu'il me semble que dans les débats autour du numérique, ils agissent sur nous un petit peu comme des filtres magiques. Alors même que les technologies numériques se sont incrustées dans nos vies depuis maintenant plus d'un quart de siècle, nous continuons à regarder les 1001 effets qu'elles diffractent dans nos vies quotidiennes et dans la vie sociale, comme si un agent unifié, extérieur à nos vies, à nos projets, à nos désirs, planait au-dessus de nous, une sorte de dieu sorcier, avec ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, ceux qui en espèrent beaucoup et ceux qui sont effrayés. Et c'est un ensorcellement qui est partagé aussi bien, et c'est le point qui m'intrigue, par les zélotes que par les Cassandres. On construit, on réifie un numérique avec un grand N, comme si une force irrésistible venait déchirer notre monde, imposer sa rupture, la sacro-sainte disruption, appeler à la lutte des 2.0 contre les 1.0, comme si la planète numérique, un peu comme la Mélancolia de Lars von Trier, arrivait vers nous et que face au destin qu'elle nous promettait, il fallait soit évangéliser, soit se cacher dans une grotte déconnectée. Alors, je caricature beaucoup ce tableau, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la croyance et surtout cette obligation qui est faite et donc que je voudrais partager avec vous, aux chercheurs, en sciences sociales, d'être pour ou d'être contre, d'y croire ou de ne pas y croire, d'être confiant ou d'être inquiet, alors même que quand on en explore les usages, qui est ma tâche, mon métier, tous ces débats d'estrade n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de nos pratiques, les miennes, les vôtres, quotidiennes, banales, incroyablement ordinaires, avec des petits troubles, des petites joies, des grands troubles, avec des choses extrêmement routinières qui se sont lentement installées dans nos vies et qui sont en fait aussi le numérique. Tout se passe un peu comme s'il existait deux débats différents. Le débat un peu binaire sur le numérique qui engage les grandes tensions dont on a vu quelques illustrations là, tout à l'heure. Et puis tout ce réseau sous le radar de pratiques plurielles, proliférantes, que sont les usages, nos usages du numérique. Alors, l'exercice que je voudrais vous proposer, c'est que je crois que pour bien parler des numériques, je ne dis pas du tout que tout le débat qui vient d'avoir lieu n'a aucune importance, il en a beaucoup, et notamment le dernier sur la vie privée, mais que je crois que pour bien parler des pratiques numériques, on peut faire quelques petits exercices rituels pour se démarabouter de cette croyance dans le numérique, et je voudrais pour ça faire entendre la petite voix des sciences sociales. Cette petite voix des sciences humaines et sociales, elle dit plusieurs choses. D'abord, elle répète constamment que l'unification derrière du numérique comme un agent tout en un n'a pas grand sens, qu'elle risque de nous faire confondre les torchons et les serviettes et qu'en fait il y a des numériques comme il y a des internets et qu'on devrait toujours ou beaucoup plus souvent employer le pluriel. Cette petite voix, elle nous dit aussi que en elles-mêmes, j'insiste bien, le en elles-mêmes, les technologies numériques ne font rien d'autre que ce que nous leur faisons faire et qu'il n'y a donc aucune raison d'être pour ou contre les technologies numériques, mais qu'il y a en revanche des raisons à être pour ou contre telle ou telle manière d'utiliser les technologies numériques. Ça a été dit dans le débat, mais c'est un point qu'il faut toujours souligner. Et puis cette petite voix, elle invite aussi à désessentialiser la technique pour éviter tout un débat que je trouve, mais je dis ça à titre personnel, un peu fatigant parfois sur le partage entre les humains et les machines. Et ce que je voudrais soutenir, c'est que parfois ce débat un peu ontologique sur la place de l'humain face à la machine, il nous empêche de faire de la politique.
et de politiser la question technique et les enjeux d'usage dans nos sociétés. Alors voilà, c'était un argument pour dire que moi je crois que le numérique n'est pas cet être extérieur, une sorte d'entéléchie avec lequel nous devrions négocier nos modes de vie, mais en fait le numérique, il est dans nos pratiques, il est dans le monde que nous avons façonné pour nous associer à ces nouvelles technologies et à ces nouveaux artefacts. On pourrait presque dire que le numérique, il est en nous, en tout cas que les êtres techniques qui se sont entrés dans nos vies, nous les avons socialisés et que c'est à ça que je voudrais m'y intéresser. Alors, avec 4 petites leçons, je vais vraiment aller très vite sur cet aspect en prenant beaucoup d'exemples sur la question des big data et des algorithmes, puisque c'est l'objet de mes recherches récentes. La première leçon, c'est que je crois qu'il ne faut pas se laisser raconter d'histoires par les marchands de promesses. Et très souvent, dans le débat sur le numérique, on a toute une série de discours auxquels on adhère ou qu'on accepte de discuter ou qui nous font penser à des choses pour organiser des représentations de la société numérique à partir de ce petit secteur bien construit par les technologues de l'innovation de pointe, qui est une sorte d'écosystème organisé pour fabriquer notre imaginaire de l'innovation. Et qu'on est très souvent à discuter, consultants, journalistes spécialisés, essayistes, gourous, futurologues, d'objets mythologiques qui ont été fabriqués dans les laboratoires de la Silicon Valley pour construire notre imaginaire sur la croyance dans la capacité incroyablement forte, en rupture, innovante, de certaines des technologies numériques, avec des services époustouflants mais sans utilisateurs, des prototypes improbables et des ruptures technologiques dont on dissimule très souvent le fait qu'elles sont à très long terme, en nous faisant croire qu'elles sont déjà dans nos vies. Et on est parfois prisonnier de ça, et je crois que le désenvoûtement, ce serait de les regarder avec plus de distance, ou d'être plus méfiant, ou plus interrogateur à l'égard de toutes ces choses qui ne cessent de tomber sur nous. Tiens, un service propose de greffer le rythme cardiaque sur le choix des photos d'un site de rencontre. Et immédiatement, articles de presse, herméneutes de tous ordres viennent commenter la biomécanique des affects qui viendraient entrer dans nos sociétés. Tiens, une start-up fait une levée de fonds pour un service qui propose de noter non pas des restaurants, des films ou des cafetières, mais des gens. Tout simplement noter des gens. Alors aussitôt, herméneutes, commentateurs en tout genre, viennent gloser sur une société de la compétition et de l'évaluation qui se généraliserait partout, avant de réaliser que cette annonce était un fake. Tiens, un service propose d'écrire des romans à la place des auteurs. Et on va gloser sur la disparition de l'imagination, ou bien la capture de notre imagination par les algorithmes. Et il me semble qu'on est trop facilement saisi par ces promesses qui ne cessent de courir partout et qui organisent du coup une partie du débat que nous avons sur ces questions. Bon, l'histoire des sciences et des techniques, là-dessus, elle est imparable. C'est-à-dire que la science-fiction prédit très bien le présent, enfin, nous raconte notre présent, mais ne prédit pas l'avenir. Et que les grandes ruptures, les grandes innovations technologiques, elles n'ont pas été attendues, elles n'ont finalement pas été prévues. Personne n'a vu venir le web. Je me rappelle, au moment des réseaux sociaux, le grand thème, souvenez-vous, au lieu de parler des big data, on parlerait ici, le thème c'était le web 3D. Bon, le web 3D, personne ne l'a vu. À la place, on a vu arriver les réseaux sociaux qui n'avaient pas été anticipés de cette manière-là. Donc on est toujours, en fait, soumis à des surprises, à des embranchements, à des formes diversifiées et plus ou moins inattendues d'apparition de l'innovation technologique. Et on pourrait faire une liste de toutes ces idées auxquelles nous avons cru et qui n'ont jamais eu d'autre réalité que celle de nous faire fantasmer ou cauchemarder des futurs improbables. Alors, je vais vous le faire très rapidement, mais sur le thème des big data, on pourrait multiplier les questionnements de cet ordre-là. Si on à entendre les prophètes, les données sont là, elles enregistrent tous nos comportements, nous sommes captés dans toutes les dimensions de notre vie. Il suffirait de se baisser pour ramasser les données, elles se laisseraient croiser entre elles de façon très simple. Il suffirait ensuite d'appuyer sur un bouton, comme dans les films de science-fiction, d'un clic pour que le calculateur nous produise une prédiction parfaite et absolument précise d'une action future. Tout serait simple, fluide et immédiat. La réalité des big data aujourd'hui, la réalité du monde des données, c'est que les données ne sont pas données, les données brutes n'existent pas, qu'elles sont captées par des enregistreurs,
que ces capteurs sont souvent très imprécis, que quand on regarde les bases de données, elles sont très sales, qu'elles sont incomplètes, qu'elles sont bruitées, que le croisement de ces bases de données est extrêmement difficile à faire, que les propriétaires de ces bases de données, et les propriétaires notamment de bases de données intéressantes, ne sont pas du tout prêts à les partager avec tout le monde aussi facilement que cela, et que les calculs qui sont faits sur ces bases de données, les fameux algorithmes, font des choses très importantes, mais ils font aussi beaucoup de calculs qui sont improbables, triviaux et assez peu utiles. L'enregistrement du sommeil par la petite application de l'iPhone, on vient de montrer que les calculs, la mesure était complètement fausse. La prédiction de la grippe par Google Flu, qui était un des services phares des big data, a été arrêtée par Google tellement la mesure était imprécise. La personnalisation publicitaire fait mieux qu'une distribution aléatoire de la publicité sur vos pages web, mais franchement, les résultats sont assez faibles. L'analyse des sentiments donne des résultats d'une incroyable trivialité. Il n'est pas possible de prédire les résultats des élections ou le succès d'un film avec des tweets. La traduction automatique de Google, je vous invite tous à aller essayer quelques phrases. Donc vous voyez que dans les promesses, on a un discours de promesses parfaites d'un monde de la prédiction. La réalité concrète aujourd'hui, c'est qu'on n'y est pas. Et pourtant, et c'est l'argument que j'aimerais soutenir, parce que moi j'aime les sciences et les techniques, j'aime les gens des laboratoires, j'aime le travail patient, méticuleux, difficile, astucieux, rusé qu'ils doivent mener pour essayer de lever des difficultés techniques, pour essayer de trouver de nouvelles solutions, pour faire face à ces nouvelles ruptures technologiques. Mais ce n'est pas cette réalité-là qu'on nous fait voir, ou alors on nous la fait voir dans des exemples, des cas très particuliers, excusez-moi. Lorsque, par exemple, l'INRIA vient nous expliquer, par un communiqué magnifique qui a été fait au moment de la loi de programmation militaire, qu'un algorithme, actuellement, on peut lui donner toutes les communications des Français, il n'arrivera pas à détecter des terroristes si sa base d'apprentissage, c'est qu'il a 4 ou 7 terroristes pour faire un modèle, pour le faire tourner ensuite sur l'ensemble des communications. Tout d'un coup, là, on découvre cette réalité du travail, cette réalité des technologies qui est souvent masquée par l'immense discours des promesses et des prophéties qui vient partout. Je ne vous fais pas le couplet, je le passe sur l'intelligence artificielle. Bon, vous voyez que l'intelligence, elle est statistique. Il y a des progrès qui sont faits, mais on est très, très loin de ces débats sur l'intelligence artificielle. Juste pour dire que les cadors du domaine, que j'aime beaucoup, Yann Lequem, qui est aujourd'hui un Français qui dirige aujourd'hui le département de l'intelligence artificielle de Facebook, ou bien Andrew Ng, qui est l'un des maîtres de la discipline, ne cesse de rappeler à longueur d'interview qu'il faudrait qu'on arrête de faire des promesses sur l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire dans les laboratoires. Ils font des choses passionnantes, ils font des choses très intéressantes, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas en train de faire un être artificiel autonome avec une volonté et une autonomie propre. On est très très loin encore de ça, même si des choses se passent. Donc la leçon de désenvoûtement, ce serait d'être plus réaliste et peut-être d'aller plus dans les laboratoires que dans les conférences de presse des technologues et de leurs entreprises. Ma deuxième leçon, je vais très très vite, c'est qu'il me semble qu'on se désenvoûterait, ou en tout cas on aura un recul plus distant à l'égard de ces discours sur la technique et sur les outils de communication si on ne parlait pas au nom des utilisateurs. Et que dans beaucoup de ces discours, soit de prophéties encourageantes, soit de discours critiques, on présuppose l'utilisateur. En fait, on le rend complètement transparent à l'outil ou au service qu'on est en train de décrire, comme s'il était réellement en train de faire ce que le concepteur avait pensé qu'il allait faire. La réalité des usages, c'est que les utilisations sont beaucoup plus différentes, beaucoup plus inattendues, beaucoup plus dispersées, beaucoup moins continues qu'on ne l'imagine parfois. Et on imagine à la fois un utilisateur naïf, novice, extrêmement docile, qui se laisserait constamment guider par les entreprises et les outils qu'on leur donne, qui ne correspond pas bien à la réalité, et d'autres, à l'inverse, imaginent une sorte, notamment pour la fameuse génération Y, des utilisateurs habiles, adroits, virtuoses et incroyablement compétents, que ne sont pas non plus les fameux jeunes de ces générations. Les usages sont plus complexes, on a du mal à imaginer leur diversité,
L'attention peut être extrêmement captive, mais elle peut être aussi extrêmement réflexive et critique selon les conditions et les services. Souvent, on imagine l'utilisateur à travers la plateforme dont on parle. Donc, il est enfermé dans Facebook, mais quand on va voir l'utilisateur, il a 5 onglets qui sont ouverts. Donc, il y a bien Facebook, mais il y en a 4 qui sont à côté. Donc, il y a une variété des usages, il y a une pluralité, il y a une ruse de l'utilisateur qui est souvent oubliée dans beaucoup de ces discours. Et puis, le deuxième élément qu'il faudrait souligner, c'est que par rapport à la première, au premier petit exercice, c'est que parmi toutes les promesses technologiques qui sont faites, il y en a qui accrochent sur l'usage, qui accrochent sur nos sociétés. Il y a des moments où l'artefact fait monde avec des individus, des pratiques sociales, des pratiques d'entreprise, des pratiques commerciales, et ils vont effectivement fonctionner. Et puis il y a plein de propositions technologiques qui ne rencontrent pas leurs utilisateurs, qui ne rencontrent pas un monde d'usage et qui ne font pas, d'une certaine manière, qui ne sont pas socialisés ou apprivoisés par nos sociétés pour faire sens. Moi, j'avais autrefois beaucoup travaillé sur le télétravail. Le télétravail, c'est une promesse qui est présente depuis les années 60 et qui n'arrive toujours pas. Mais on continue à nous vendre la promesse. Alors, la promesse notamment d'aménagement du territoire, etc. Bon, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui, mais on continue à nous annoncer le télétravail. Il y a aujourd'hui toute une vague autour du quantified self. Il y a beaucoup de zélotes, de discussions, etc. sur le quantified self. La réalité des usages du quantified self, moi j'ai une collègue qui travaille très près là-dessus, c'est qu'à part les sportifs, où là, la greffe a effectivement pris sur une petite partie des joggers, le reste des pratiques de quantified self, c'est des gens qui commencent et qui arrêtent au bout de 3-4 semaines, qui trouvent que leurs données sont très monotones, et finalement l'articulation entre une proposition technologie et puis un monde d'usage ne se fait pas, en tout cas actuellement, sur ce genre de technologie. Le troisième petit exercice que je voulais faire est le plus compliqué. Et pour le dire rapidement, et dans une formule que vous n'allez trop abstraite, c'est que je crois qu'il ne faut pas se tromper de théorie de la domination pour bien faire une critique des nouvelles formes que prennent le numérique dans nos sociétés. On en a eu dans le débat entre Éric Sadin et Alain Bensoussan tout à l'heure un merveilleux exemple, mais c'est que je crois qu'il est toujours très important de savoir sur quoi prendre appui pour fonder un discours critique. Depuis quelle position, depuis quel principe, depuis quelle norme va-t-on juger qu'une activité, qu'une pratique, qu'un service, qu'un État ou une entreprise agissent pour le bien ou pour le mal, ou en tout cas sur quoi va-t-on appuyer notre critique à cet égard. Et l'idée que je voudrais brièvement défendre, c'est que la mobilisation des arguments qui avaient été traditionnellement opposés aux médias de masse, à la société de communication et aux formes de la domination économique, on dirait dans le capitalisme industriel, est assez peu efficace et opérante aujourd'hui. Et c'est les thèmes de la colonisation numérique, de la rationalité calculatrice, de la surveillance disciplinaire, de l'enfermement des individus, d'un système de contrôle sur les individus, de déshumanisation instrumentale, applique, me semble-t-il, sur une réalité nouvelle, un diagnostic critique qui a été inventé à propos d'un état un peu ancien du système de communication et de médias dont nous disposions autrefois. Et je crois que du coup, elles ratent un peu leur cible en proposant un diagnostic si contre-intuitif qu'il est parfois improbable. L'exemple qui pourrait l'illustrer de façon assez parfaite est celui du thème du digital labor qui revient beaucoup aujourd'hui. Le thème du digital labor consiste à dire que par nos actions sur Internet et par toutes nos actions sur Internet, nous travaillons pour les plateformes et nous travaillons gratuitement pour les plateformes. C'est une théorie de l'exploitation, c'est une théorie de l'exploitation qui me semble très juste et très pertinente et importante de dire, mais qui ajoute en même temps sans le savoir. Donc nous travaillons gratuitement sans le savoir. Théorie de l'aliénation qui, elle, me semble beaucoup plus improbable. La réalité, c'est que les exploités que nous sommes ne se sentent pas aliénés. Et il est toujours très difficile de mobiliser dans les théories critiques sur l'Internet des fondements normatifs dans lesquels l'utilisateur serait manipulé. On a vu la CIA réapparaître dans nos débats de tout à l'heure. Manipulé, contrôlé, qu'on lui fermerait son espace de visibilité, qu'on lui bloquerait des accès à l'information, qu'on orienterait ses choix politique.
relativement, me semble-t-il, un diagnostic assez improbable sur l'effet qu'a eu le numérique sur nos sociétés. Tout montre que, précisément, dans les usages qui s'est joué avec le numérique, c'est une sorte d'acclimatation dans laquelle les technologies sont venues épouser des transformations de nos sociétés, qu'on pourrait dire des transformations de l'individualisme libéral, et qu'elles ont, chaque fois, se sont greffées à des demandes, des attentes des individus d'une société qui cherche à échapper à ces cadres, échapper aux médias qui leur désignaient l'information qu'ils devaient lire, échapper aux associations, aux représentants ou à l'État qui leur imposaient des catégories d'appartenance ou des modes d'exercice de telle ou telle pratique. L'idée qu'on redonnait aux individus la possibilité de s'auto-organiser, de choisir leurs informations, de naviguer, d'avoir tel ou tel type de pratique, de pouvoir s'exprimer librement sur Internet, est au cœur de l'articulation entre ces technologies et les nouveaux usages. Et du coup, il me semble qu'il faut trouver un autre fondement normatif à la critique des réalité numérique d'aujourd'hui, en prenant acte du fait que le type de gouvernementalité qu'imposent les technologies numériques ne se laisse pas décrire dans le langage du contrôle et de la manipulation, mais dans celui de la liberté. Et c'est un paradoxe compliqué, complexe à traiter. C'est des technologies qui nous guident sans nous obliger, qui nous orientent sans nous contraindre, qui organisent le fait que nous puissions nous sentir autonomes ou libres de nos choix, qui nous enserrent tout en nous permettant de naviguer sur des sites de tous ordres et de toutes espèces. D'une certaine manière, le modèle qui lui ressemble le plus, c'est celui que Michel Foucault décrivait dans ses leçons de 79 sur la naissance de la biopolitique, comme étant la gouvernementalité néolibérale, c'est-à-dire un système de conduite des conduites qui marche à la liberté, qui produit de la liberté, qui a besoin en fait de consommer de la liberté pour organiser le système économico-politique qu'il met en place. Alors du coup, la question qu'on devrait se poser, mais là je ne fais que proposer des réflexions, c'est qu'il faudrait arriver à trouver des moyens de critiquer les nouvelles réalités numériques dans lesquelles nous sommes pris actuellement, tout en gardant comme fondement normatif l'idée qu'on a donné de l'autonomie aux individus, que cette autonomie, c'est une sorte de liberté de choix, de navigation, de consultation, mais qu'elle peut poser aussi des problèmes et qu'elle peut être soumise à un certain nombre de critiques. Alors, je vais peu entrer dans un débat qui serait un peu complexe, mais moi, il me semble que d'abord, cette liberté, elle a des effets qui ont été positifs, hein, et qui sont ceux de l'auto-organisation, ceux des biens communs, ceux des grands collectifs de l'Internet, de la liberté expressive et de la liberté de coordination qui a été donnée aux internautes. Mais elle a aussi des points qu'on pourrait dire beaucoup plus critiques. D'une certaine manière, on pourrait dire que les internautes ont été mal libérés, hein, si on voulait être critique, notamment dans l'idée que, je prends le débat sur les algorithmes, dans l'idée que finalement, ce qu'ils calculent de nous, c'est des choses qui sont liées à nos comportements et jamais à nos désirs. C'est-à-dire qu'ils nous laissent libres de choisir, ils calculent notre race pour nous rendre des choses que nous avons demandées. Donc on ne peut pas dire qu'ils nous imposent spécifiquement des choses, mais ils organisent autour de nous un monde dans lequel seule l'efficacité, seul nous rendre comme service, un service qui soit celui de l'utilité et de l'efficacité, sans s'intéresser à autre chose que ça dans nos comportements individuels. On pourrait aussi dire que cette idée que ces nouveaux services du web, finalement, organisent une sorte de tissu d'internautes autonomes dans le libre choix, ils produisent aussi des effets d'inégalité. Et les algorithmes, souvent accusés, je pense là notamment au newsfeed de Facebook, est typiquement dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'il apparaît bien que le newsfeed de Facebook, il n'est pas sans responsabilité, l'algorithme. Mais il n'est pas en train de déformer ce qu'il est en train de nous montrer pour des raisons politiques et subtiles, en nous encadrant dans un modèle qu'on pourrait dire de surveillance disciplinaire. Ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il, à partir de nos actions, et surtout à partir de nos amis, il reproduit le type d'information qui est celui de la sociabilité des amis que nous avons choisis. Et donc, en fait, il laisse la société des individus se reproduire d'elle-même, par le bas, d'une certaine manière, en faisant que les individus qui ont beaucoup de ressources sociales et qui ont des amis qui ont des goûts divers, multiples, hétérogènes et variés, vont produire une fenêtre d'information à travers l'algorithme qui va être hétérogène, multiple, diverse et variée. Et puis, des individus qui, en revanche, ont un réseau
relationnel qui n'est pas divers et varié, mais qui est plus homogène, moins diplômé, moins cultivé, vont avoir un espace informationnel qui sera sans doute beaucoup plus restreint. Finalement, l'algorithme, en se posant sur les individus, en se posant sur leur comportement et en prétendant ne faire que leur rendre une expérience utilitaire à leur propre pratique, vient reproduire et reconduire des inégalités de distribution sociale. On pourrait presque dire que les algorithmes ils vont donner plus de curiosité à ceux qui sont déjà curieux du fait de leur position dans la société et qui vont enlever encore plus de curiosité à ceux qui, du fait de leur position dans la société, n'ont pas accès à beaucoup d'opportunités et de ressources sociales. Alors, j'insiste pas là-dessus, je réalise que je suis déjà trop long et je voudrais conclure avec mon quatrième petit exercice, qui est celui, d'une certaine manière, auquel est consacré le petit ouvrage sur les algorithmes que je viens de publier, c'est d'ouvrir le capot. C'est de ne pas se laisser intimider ni par les marchands de promesses, ni par ceux qui masquent les usages, ni par l'idée qu'on ne peut pas comprendre les nouveaux univers numériques qui nous sont proposés. Moi, je crois qu'il est nécessaire d'essayer d'entrer dans les systèmes et d'en faire une sorte de pédagogie active pour essayer de voir comment les nouvelles technologies fabriquent des mondes. Et elles fabriquent des mondes en couplant des services et des artefacts techniques avec des formes sociales qui sont différentes. Alors c'est l'exercice que j'ai essayé de faire avec les principes de classement algorithmique du web, en montrant que selon différentes familles de calcul, aujourd'hui sur le web, on peut organiser le monde par la popularité de l'audience et la grande viralité attentionnelle que produit le web par le nombre de clics et de visiteurs sur un site ou sur un autre. Et dans ces cas-là, le type de société qu'on fabrique, c'est véritablement celui d'une sorte d'audience mondiale dans lequel des effets viraux attirent collectivement notre attention vers un seul bien et un seul objet. Ça peut être d'autres algorithmes, comme celui de Google et des moteurs de recherche, qui fabriquent, eux, un monde hyper méritocratique, mais un monde méritocratique dans lequel on a une séparation très très forte entre les excellents et puis tout le reste qui est médiocre. Et les excellents, c'est ceux qui ont été ramenés par l'algorithme du moteur de recherche en haut de la première page de ces résultats, à travers un système de reconnaissance par les experts, puisque en fait les sites qui vont venir le plus en haut de la hiérarchie sont ceux qui ont été cités par beaucoup d'autres sites, eux-mêmes beaucoup cités sur le web, avec d'autres mécaniques qui se sont greffées là-dessus, mais c'est toujours cette logique-là qui contribue à produire une toute petite fraction d'excellents et puis à laisser dans l'ombre tout un autre monde derrière. Les réseaux sociaux nous ont amenés dans un monde du calcul, dans un monde dans lequel, finalement, nous sommes tous en recherche de réputation et nous mesurons entre nous la réputation mutuelle des messages que nous produisons et nous mesurons les effets que les messages que nous produisons produisent sur les autres et sur leur réputation. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes dans un système un peu de benchmark généralisé dans lequel nous nous comparons entre individus à travers les pages différentes de nos réseaux sociaux. Et puis, les nouveaux algorithmes prédictifs du machine learning viennent automatiser certaines de nos conduites. Ils viennent essayer de les comprendre, comme il a été dit tout à l'heure, essayer de prédire à partir de traces passées, comparées aux traces des autres, ce que pourrait être notre comportement au futur. Voilà, dessiné très rapidement 4 mondes qui correspondent à 4 manières d'entrer différemment dans les services du web et d'essayer de comprendre le genre d'effets qu'ils produisent sur le couple que nous formons avec ces nouveaux artefacts du web. Alors, je coupe beaucoup de choses, mais c'est un peu dans cette direction-là que moi je trouve qu'il y aurait une contribution importante que pourraient faire les chercheurs des sciences sociales, enfin en tout cas moi c'est celle à laquelle j'aimerais contribuer, pour essayer de favoriser une sorte d'apprentissage et de pédagogie dans lequel on n'entre pas dans un débat qui est celui de l'homme, la machine, et puis la machine est si complexe que je ne peux pas la comprendre, et quelle est ma place, moi, humain, face aux machines. Je pense que ce débat ontologique, il nous fascine, il nous effraie, on en fait de la science-fiction, mais on n'en fait pas de la politique. Qu'en revanche, on discute de savoir si on préfère un monde de popularité, d'autorité, de réputation ou d'automatisme, et la manière dont les algorithmes les façonnent, la manière dont les différents services les construisent, la manière dont nous pouvons leur opposer d'autres manières de calculer l'information ou les services, c'est, je crois, entrer dans une sorte de mise en débat public de la manière dont nous voulons que les technologies numériques façonnent et construisent un monde que nous désirons et pas un monde qu'on nous impose. Voilà. Bravo. Merci, oui. Merci. Tu as commencé ton propos
tout à l'heure, mais aussi dans le livre, en parlant de politiser le débat. Tu as terminé d'une certaine manière dessus aussi. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est simplement comme le suggère Viviane Reding, de faire un peu plus de lois, de protéger nos données, d'avoir des garde-fous, de garantir le droit à l'oubli, etc. Ou est-ce que c'est une prise en main par les citoyens un peu plus grande, et donc sous quelle forme? Oui, alors, non, ce ne serait pas, même si tout ce qui est dit sur le droit, mais moi je ne suis pas compétent dans ce domaine, c'est pour ça que je n'y interviens pas, hein, mais ça serait évidemment très important. Moi, ce que j'entends par politiser le débat, c'est de faire cette chose dont on parle beaucoup, de la littératie numérique, c'est-à-dire pour tout et chacun comprendre et du coup voir quels sont les enjeux derrière, quels sont les enjeux d'un monde de l'excellence, hein, est-ce qu'il ne faut pas aussi calculer autrement que par la méritocratie de l'excellence de Google, et faire que ces enjeux, on puisse chacun se les approprier pour ensuite opposer aux plateformes, aux calculs, une lecture qui ne soit pas intimidée et silencieuse. Voilà, moi, ce que j'entends par politiser, c'est un truc très bête en fait, hein, et très simple, c'est de dire arrêtons de dire je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre. C'est de dire on peut comprendre, et ce qu'on comprend, on peut aussi essayer de soumettre à la critique et à la discussion un certain nombre des formes qui viennent avec ces technologies. Il y aurait plein d'exemples, hein. Les utilisateurs de Facebook se rebellent contre un certain nombre de propositions que leur fait Facebook. Aujourd'hui, typiquement, voilà, forme d'auto-organisation aussi des auteurs. Adblock est en train d'envahir les interfaces du web de vous, de moi, etc. Tout simplement comme une forme de résistance politique à certaines formes violentes d'envahissement publicitaire. Donc il y a plein de thèmes dans nos pratiques ordinaires, hein, et très quotidiennes de l'Internet, dans lesquels des enjeux de ce type-là peuvent être présents. Alors, il y a, pour rester sur ce thème, il y a une phrase qui m'a surpris dans les conclusions du livre, qui est de dire qu'il est vain de réclamer que soit levé le secret des algorithmes et plus utile de connaître les flux de données qui entrent dans la composition du calcul. Or, moi, il me semblait que, peut-être de manière un peu simpliste, la transparence sur les algorithmes, puisque tout le monde se plaint que l'algorithme de Google ou celui de Facebook sont des secrets aussi bien gardés que la recette du Coca-Cola, c'était un peu une exigence de transparence qui serait une partie de la solution. Or tu as l'air de déplacer le problème. Si, je pense que l'exigence de transparence, elle est très utile, très importante. Il faut la soutenir de façon forte. Simplement, là, on est dans un débat plus technique sur les nouveaux algorithmes, hein, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander de lever le secret sur l'algorithme de Google. Même Vince Sigal, qui est la personne qui est à la tête de cette affaire, ne comprend plus ce que fait son algorithme. Donc on ne comprendrait pas mieux ce qu'il fait dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner. Voilà, c'est ça mon point. C'est pas parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il fait. Alors on ne comprend pas ce qu'il fait parce que les techniques aujourd'hui algorithmiques sont notamment le support vector machine ou les réseaux connexionnistes produisent des modèles qui sont complètement distribués et qui ne sont pas interprétables par un humain, en fait, dans cette affaire. En revanche, savoir qu'est-ce qui rentre dans le système et quel est l'objet de la supervision de l'algorithme, parce qu'on donne toujours à un algorithme un objectif, et savoir auditer la manière dont on fait bien respecter l'objectif qu'on lui a donné à l'algorithme, ça, en revanche, ça mérite un audit, une critique, de façon évidemment très forte. Alors, dans l'émission d'hier soir de Tadi, à laquelle il a été fait référence tout à l'heure et à laquelle tu participais, il a fait un petit montage d'extraits du journal télévisé sur une période assez courte qui était assez éloquent, c'est-à-dire la présence du débat sur les algorithmes dans des sujets aussi variés que les sites de rencontres, le scandale Volkswagen, la surveillance évidemment par les États, la NSA, etc. Et donc le recrutement par des algorithmes plutôt que par les DRH parce qu'ils sont plus efficaces et plus performants. Bref, on a eu le sentiment dans ce pot pourri d'extraits que c'était effectivement entré au cœur de nos vies, mais dans un champ extrêmement large, sans qu'on s'en soit véritablement rendu compte quand même. Oui, enfin, parce que les algorithmes, c'est du calcul statistique informatisé. Donc, c'est pas complètement nouveau. Effectivement, il y a une présence nouvelle, elle se glisse dans de plus en plus de services.
Mais bon, c'est pas entièrement, entièrement nouveau. Et surtout, ça nous confronte, et c'est un peu le débat que j'ai très mal soutenu là, dans la présentation, mais qui est assez au cœur de cette affaire, c'est que on ne peut pas s'en soustraire. Voilà. Alors, je ne dis pas on ne peut pas s'en soustraire de façon défaitiste, c'est-à-dire que si on n'avait pas d'algorithme de moteur de recherche, on ne verrait rien de l'information. Si on n'avait pas d'algorithme pour plein d'activités, on a besoin de quelqu'un qui trie et qui filtre. Donc, on a confié à des calculateurs quelque chose qui était autrefois confié à des humains. Les journalistes étaient des gatekeepers. Les gatekeepers, c'était quoi? C'était des algorithmes qui filtraient et qui triaient l'information pour nous désigner celle qui était intéressante. Alors maintenant, il y a tellement d'informations que, d'une certaine manière, il faut trouver d'autres manières de calculer les informations qui pourraient nous intéresser. Et c'est dans les techniques de calcul pour trouver l'information qui pourrait nous intéresser, la personne qui pourrait nous intéresser, la route qui devrait nous conduire au bon endroit, etc., que ces techniques algorithmiques se mettent en place. Une dernière question pour clore cette longue journée devait être épuisée par tous ces débats, mais c'est celle qui a surgi également hier dans ce débat télévisé, qui était est-ce que la technique est neutre? Il y a eu un vrai débat là-dessus, c'est-à-dire est-ce que le problème c'est simplement de contrôler ceux qui font les dosages de ces systèmes de calcul, ou est-ce que la technologie induit nécessairement un modèle de société, de civilisation, comme dirait Éric Sadin tout à l'heure, qui suggère, lui, qu'on s'en retire complètement? Alors moi, dans ce débat, j'appartiens à ceux qui disent neutre, c'est pas la bonne formule, hein, mais c'est que la technologie n'apparaît dans ses effets qu'à travers des usages. Et donc, en fait, il y a des gens qui la fabriquent, il y a des gens qui ont des intentions dans la manière dont ils la fabriquent, et il y a des dispositifs sociotechniques dans lesquels on l'insère pour ensuite nous faire agir de telle ou telle manière. Donc la question centrale, critique de débat sur le bien, le mal, l'effet positif ou l'effet négatif des technologies, c'est de prendre le dispositif complet et pas prendre la technologie en elle-même, puisque les technologies en elles-mêmes, hein, moi ce que j'avais dit hier, c'est que du point de vue de la technique, hein, c'est les mêmes algorithmes qui servent aujourd'hui à séquencer les génomes pour aller chercher des histoires de molécules et soigner le cancer, que celles qu'on met en place pour aller chercher les terroristes dans les... Voilà. Donc les techniques sont fondamentalement ambivalentes, elles prennent sens à travers les dispositifs dans lesquels on les a insérées, et c'est les dispositifs qu'il faut observer, étudier et critiquer. Et contrôler. Et contrôler. Merci, j'espère que vous avez terminé cette séance un peu désenvoûtée, puisque c'était le propos de Dominique Cardon. Et merci. Alors moi, je ne sais pas à qui je passe la parole pour... Et en tout cas, à l'année prochaine. J'avais la gorge. J'ai essayé de faire une blague sur la manière dont le terme précédente, passer la parole à quelqu'un d'imaginaire qui n'était pas là. Mais... En tout cas, l'idée du désenvoûtement, c'était super, surtout après la dernière table ronde qui nous a on y monte. Incroyablement ordinaire, avec des petits troubles, des petites joies, des grands troubles, avec des choses extrêmement routinières qui se sont lentement installées dans nos vies et qui sont en fait aussi le numérique. Tout se passe un peu comme s'il existait deux débats différents. Le débat un peu binaire sur le numérique qui engage les grandes tensions dont on a vu quelques illustrations là tout à l'heure, et puis tout ce réseau sous le radar de pratiques plurielles, proliférantes, que sont les usages, nos usages du numérique. Alors, l'exercice que je voudrais vous proposer, c'est que je crois que pour bien parler des numériques, je ne dis pas du tout que tout le débat qui vient d'avoir lieu n'a aucune importance, il en a beaucoup, et notamment le dernier sur la vie privée, mais que je crois que pour bien parler des pratiques numériques, on peut faire quelques petits exercices rituels pour se démarabouter de cette croyance dans le numérique. Et je voudrais pour ça faire entendre la petite voix des sciences sociales. Cette petite voix des sciences humaines et sociales, elle dit plusieurs choses. D'abord, elle répète constamment que
l'unification derrière du numérique comme un agent tout en un n'a pas grand sens, qu'elle risque de nous faire confondre les torchons et les serviettes, et qu'en fait il y a des numériques comme il y a des internets, et qu'on devrait toujours, ou beaucoup plus souvent, employer le pluriel. Cette petite voix, elle nous dit aussi que, en elles-mêmes, j'insiste bien, le en elles-mêmes, les technologies numériques ne font rien d'autre que ce que nous leur faisons faire, et qu'il n'y a donc aucune raison d'être pour ou contre les technologies numériques, mais qu'il y a en revanche des raisons à être pour ou contre telle ou telle manière d'utiliser les technologies numériques. Ça a été dit dans le débat, mais c'est un point qu'il faut toujours souligner. Et puis cette petite voix, elle invite aussi à désessentialiser la technique pour éviter tout un débat que je trouve, mais je dis ça à titre personnel, un peu fatigant parfois sur le partage entre les humains et les machines. Et ce que je voudrais soutenir, c'est que parfois ce débat un peu ontologique sur la place de l'humain face à la machine, il nous empêche de faire de la politique et de politiser la question technique et les enjeux d'usage dans nos sociétés. Alors voilà, c'était un argument pour dire que moi je crois que le numérique n'est pas cet être extérieur, une sorte d'entéléchie que nous aurions, avec lequel nous devrions négocier nos modes de vie, mais en fait le numérique, il est dans nos pratiques, il est dans le monde que nous avons façonné pour nous associer à ces nouvelles technologies et à ces nouveaux artefacts. On pourrait presque dire que le numérique, il est en nous, en tout cas que les êtres techniques qui se sont entrés dans nos vies, nous les avons socialisés, et que c'est à ça que je voudrais m'y intéresser. Alors, avec 4 petites leçons, je vais vraiment aller très vite sur cet aspect, en prenant beaucoup d'exemples sur la question des big data et des algorithmes, puisque c'est l'objet de mes recherches récentes. La première leçon, c'est que je crois qu'il ne faut pas se laisser raconter d'histoires par les marchands de promesses. Et très souvent, dans le débat sur le numérique, on a toute une série de discours auxquels on adhère ou qu'on accepte de discuter ou qui nous font penser à des choses pour organiser des représentations de la société numérique à partir de ce petit secteur bien construit par les technologues de l'innovation de pointe, qui est une sorte d'écosystème organisé pour fabriquer notre imaginaire de l'innovation. Et qu'on est très souvent à discuter, consultants, journalistes spécialisés, essayistes, gourous, futurologues, d'objets mythologiques qui ont été fabriqués dans les laboratoires de la Silicon Valley pour construire notre imaginaire sur la croyance dans la capacité incroyablement forte, en rupture, innovante, de certaines des technologies numériques, avec des services époustouflants mais sans utilisateurs, des prototypes improbables et des ruptures technologiques dont on dissimule très souvent le fait qu'elles sont à très long terme, en nous faisant croire qu'elles sont déjà dans nos vies. Et on est parfois prisonnier de ça, et je crois que le désenvoûtement, ce serait de les regarder avec plus de distance, ou d'être plus méfiant, ou plus interrogateur à l'égard de toutes ces choses qui ne cessent de tomber sur nous. Tiens, un service propose de greffer le rythme cardiaque sur le choix des photos d'un site de rencontre. Et immédiatement, articles de presse, herméneutes de tous ordres viennent commenter la biomécanique des affects qui viendraient entrer dans nos sociétés. Tiens, une start-up fait une levée de fonds pour un service qui propose de noter non pas des restaurants, des films ou des cafetières, mais des gens. Tout simplement noter des gens. Alors aussitôt, herméneutes, commentateurs en tout genre, viennent gloser sur une société de la compétition et de l'évaluation qui se généraliserait partout, avant de réaliser que cette annonce était un fake. Tiens, un service propose d'écrire des romans à la place des auteurs. Et on va gloser sur c'est la disparition de l'imagination, ou bien la capture de notre imagination par les algorithmes. Et il me semble qu'on est trop facilement saisi par ces promesses qui ne cessent de courir partout et qui organisent du coup une partie du débat que nous avons sur ces questions. Bon, l'histoire des sciences et des techniques, là-dessus, elle est imparable. C'est-à-dire que la science-fiction prédit très bien le présent, enfin, nous raconte notre présent, mais ne prédit pas l'avenir. Et que les grandes ruptures, les grandes innovations technologiques, elles n'ont pas été attendues, elles n'ont finalement pas été prévues. Personne n'a vu venir le web. Je me rappelle, au moment des réseaux sociaux, le grand thème, souvenez-vous, au lieu de parler des big data, on parlerait ici, le thème c'était le web 3D. Bon, le web 3D, personne ne l'a vu. À la place, on a vu arriver les réseaux sociaux qui n'avaient pas été anticipés de cette manière-là. Donc on est toujours, en fait, soumis à des surprises, à des embranchements, à des formes
diversifiée et plus ou moins inattendue d'apparition de l'innovation technologique. Et on pourrait faire une liste de toutes ces idées, toutes ces idées auxquelles nous avons cru et qui n'ont jamais eu d'autre réalité que celle de nous faire fantasmer ou cauchemarder des futurs improbables. Alors, je vais vous le faire très rapidement, mais sur le thème des big data, on pourrait multiplier les questionnements de cet ordre-là. Si on à entendre les prophètes, les données sont là, elles enregistrent tous nos comportements, nous sommes captés dans toutes les dimensions de notre vie. Il suffirait de se baisser pour ramasser les données, elles se laisseraient croiser entre elles de façon très simple. Il suffirait ensuite d'appuyer sur un bouton, comme dans les films de science-fiction, d'un clic pour que le calculateur nous produise une prédiction parfaite et absolument précise d'une action future. Tout serait simple, fluide et immédiat. La réalité des big data aujourd'hui, la réalité du monde des données, c'est que les données ne sont pas données, les données brutes n'existent pas, qu'elles sont captées par des enregistreurs, que ces capteurs sont souvent très imprécis, que quand on regarde les bases de données, elles sont très sales, qu'elles sont incomplètes, qu'elles sont bruitées, que le croisement de ces bases de données est extrêmement difficile à faire, que les propriétaires de ces bases de données, et les propriétaires notamment de bases de données intéressantes, ne sont pas du tout prêts à les partager avec tout le monde aussi facilement que cela, et que les calculs qui sont faits sur ces bases de données, les fameux algorithmes, font des choses très importantes, mais ils font aussi beaucoup de calculs qui sont improbables, triviaux, et thèmes de communication et de médias dont nous disposions autrefois. Et je crois que du coup, elles ratent un peu leur cible en proposant un diagnostic si contre-intuitif qu'il est parfois improbable. L'exemple qui pourrait l'illustrer de façon assez parfaite est celui du thème du digital labor qui revient beaucoup aujourd'hui. Le thème du digital labor consiste à dire que par nos actions sur Internet et par toutes nos actions sur Internet, nous travaillons pour les plateformes et nous travaillons gratuitement pour les plateformes. C'est une théorie de l'exploitation, c'est une théorie de l'exploitation qui me semble très juste et très pertinente et importante de dire, mais qui ajoute en même temps sans le savoir. Hein, donc nous travaillons gratuitement sans le savoir, théorie de l'aliénation qui, elle, me semble beaucoup plus improbable. La réalité, c'est que les exploités que nous sommes ne se sentent pas aliénés. Et il est toujours très difficile de mobiliser dans les théories critiques sur l'Internet des fondements normatifs dans lesquels l'utilisateur serait manipulé. On a vu la CIA réapparaître dans nos débats de tout à l'heure. Manipulé, contrôlé, qu'on lui fermerait son espace de visibilité, qu'on lui bloquerait des accès à l'information, qu'on orienterait ses choix politiques. C'est relativement, me semble-t-il, un diagnostic assez improbable sur l'effet qu'a eu le numérique sur nos sociétés. Tout montre que, précisément, dans les usages qui s'est joué avec le numérique, c'est une sorte d'acclimatation dans laquelle les technologies sont venues épouser des transformations de nos sociétés, qu'on pourrait dire des transformations de l'individualisme libéral, et qu'elles ont, chaque fois, se sont greffées à des demandes, des attentes des individus d'une société qui cherche à échapper à ces cadres, échapper aux médias qui leur désignaient l'information qu'ils devaient lire, échapper aux associations, aux représentants ou à l'État qui leur imposaient des catégories d'appartenance ou des modes d'exercice de telle ou telle pratique. L'idée qu'on redonnait aux individus la possibilité de s'auto-organiser, de choisir leurs informations, de naviguer, d'avoir tel ou tel type de pratique, de pouvoir s'exprimer librement sur Internet, est au cœur de l'articulation entre ces technologies et les nouveaux usages. Et du coup, il me semble qu'il faut trouver un autre fondement normatif à la critique des réalité numérique d'aujourd'hui, en prenant acte du fait que le type de gouvernementalité qu'imposent les technologies numériques ne se laisse pas décrire dans le langage du contrôle et de la manipulation, mais dans celui de la liberté. Et c'est un paradoxe compliqué, complexe à traiter. C'est des technologies qui nous guident sans nous obliger, qui nous orientent sans nous contraindre, qui organisent le fait que nous puissions nous sentir autonomes ou libres de nos choix, qui nous enserrent tout en nous permettant de naviguer sur des sites de tous ordres et de toutes espèces. D'une certaine manière, le modèle qui lui ressemble le plus, c'est celui que Michel Foucault décrivait dans ses leçons de 79 sur la naissance de la biopolitique, comme étant la gouvernementalité néolibérale, c'est-à-dire un système de conduite des conduites qui marche à la liberté, qui
produit de la liberté, qui a besoin en fait de consommer de la liberté pour organiser le système économico-politique qu'il met en place. Alors du coup, la question qu'on devrait se poser, mais là je ne fais que proposer des réflexions, c'est qu'il faudrait arriver à trouver des moyens de critiquer les nouvelles réalités numériques dans lesquelles nous sommes pris actuellement, tout en gardant comme fondement normatif l'idée qu'on a donné de l'autonomie aux individus, que cette autonomie, c'est une sorte de liberté de choix, de navigation, de consultation, mais qu'elle peut poser aussi des problèmes et qu'elle peut être soumise à un certain nombre de critiques. Alors, je vais peu entrer dans un débat qui serait un peu complexe, mais moi, il me semble que d'abord, cette liberté, elle a des effets qui ont été positifs, hein, et qui sont ceux de l'auto-organisation, ceux des biens communs, ceux des grands collectifs de l'Internet, de la liberté expressive et de la liberté de coordination qui a été donnée aux internautes. Mais elle a aussi des points qu'on pourrait dire beaucoup plus critiques. D'une certaine manière, on pourrait dire que les internautes ont été mal libérés, hein, si on voulait être critique, notamment dans l'idée que, je prends le débat sur les algorithmes, dans l'idée que finalement, ce qu'ils calculent de nous, c'est des choses qui sont liées à nos comportements et jamais à nos désirs. C'est-à-dire qu'ils nous laissent libres de choisir. Ils calculent notre race pour nous rendre des choses que nous avons demandées. Donc on ne peut pas dire qu'ils nous imposent spécifiquement des choses, mais ils organisent autour de nous un monde dans lequel seule l'efficacité, seul nous rendre comme service, un service qui soit celui de l'utilité et de l'efficacité, sans s'intéresser à autre chose que ça dans nos comportements individuels. On pourrait aussi dire que cette idée que ces nouveaux services du web, finalement, organisent une sorte de tissu d'internautes autonomes dans le libre choix, ils produisent aussi des effets d'inégalité. Et les algorithmes souvent accusés, je pense là notamment au newsfeed de Facebook, est typiquement dans ce genre de situation. C'est-à-dire qu'il apparaît bien que le newsfeed de Facebook, il n'est pas sans responsabilité, l'algorithme. Mais il n'est pas en train de déformer ce qu'il est en train de nous montrer pour des raisons politiques et subtiles, en nous encadrant dans un modèle qu'on pourrait dire de surveillance disciplinaire. Ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il, à partir de nos actions, et surtout à partir de nos amis, il reproduit le type d'information qui est celui de la sociabilité des amis que nous avons choisis. Et donc, en fait, il laisse la société des individus se reproduire d'elle-même, par le bas, d'une certaine manière, en faisant que les individus qui ont beaucoup de ressources sociales et qui ont des amis qui ont des goûts divers, multiples, hétérogènes et variés, vont produire une fenêtre d'information à travers l'algorithme qui va être hétérogène, multiple, diverse et variée. Et puis, des individus qui, en revanche, ont un réseau relationnel qui n'est pas divers et varié, mais qui est plus homogène, moins diplômé, moins cultivé, vont avoir un espace informationnel qui sera sans doute beaucoup plus restreint. Finalement, l'algorithme, en se posant sur les individus, en se posant sur leur comportement et en prétendant ne faire que leur rendre une expérience utilitaire à leur propre pratique, vient reproduire et reconduire des inégalités de distribution sociale. On pourrait presque dire que les algorithmes, ils vont donner plus de curiosité à ceux qui sont déjà curieux du fait de leur position dans la société et qui vont enlever encore plus de curiosité à ceux qui, du fait de leur position dans la société, n'ont pas accès à beaucoup d'opportunités et de ressources sociales. Alors, j'insiste pas là-dessus, je réalise que je suis déjà trop long et je voudrais conclure avec mon quatrième petit exercice, qui est celui, d'une certaine manière, auquel est consacré le petit ouvrage sur les algorithmes que je viens de publier, c'est d'ouvrir le capot. C'est de ne pas se laisser intimider ni par les marchands de promesses, ni par ceux qui masquent les usages, ni par l'idée qu'on ne peut pas comprendre les nouveaux univers numériques qui nous sont proposés. Moi, je crois qu'il est nécessaire d'essayer d'entrer dans les systèmes et d'en faire une sorte de pédagogie active pour essayer de voir comment les nouvelles technologies fabriquent des mondes. Et elles fabriquent des mondes en couplant des services et des artefacts techniques avec des formes sociales qui sont différentes. Alors c'est l'exercice que j'ai essayé de faire avec les principes de classement algorithmique du web, en montrant que selon différentes familles de calcul, aujourd'hui sur le web, on peut organiser le monde par la popularité de l'audience et la grande viralité attentionnelle que produit le web par le nombre de clics et de visiteurs sur un site
ou sur un autre. Et dans ces cas-là, le type de société qu'on fabrique, c'est véritablement celui d'une sorte d'audience mondiale dans lequel des effets viraux attirent collectivement notre attention vers un seul bien et un seul objet. Ça peut être d'autres algorithmes, comme celui de Google et des moteurs de recherche, qui fabriquent, eux, un monde hyper méritocratique, mais un monde méritocratique dans lequel on a une séparation très très forte entre les excellents et puis tout le reste qui est médiocre. Et les excellents, c'est ceux qui ont été ramenés par l'algorithme du moteur de recherche en haut de la première page de ces résultats, à travers un système de reconnaissance par les experts, hein, puisque en fait les sites qui vont venir le plus en haut de la hiérarchie sont ceux qui ont été cités par beaucoup d'autres sites, eux-mêmes beaucoup cités sur le web, avec d'autres mécaniques qui se sont greffées là-dessus, mais c'est toujours cette logique-là qui contribue à produire une toute petite fraction d'excellents et puis à laisser dans l'ombre tout un autre monde derrière. Les réseaux sociaux nous ont amenés dans un monde du calcul, dans un monde dans lequel, finalement, nous sommes tous en recherche de réputation et nous mesurons entre nous la réputation mutuelle des messages que nous produisons et nous mesurons les effets que les messages que nous produisons produisent sur les autres et sur leur réputation. Et donc, d'une certaine manière, nous sommes dans un système un peu de benchmark généralisé dans lequel nous nous comparons entre individus à travers les pages différentes de nos réseaux sociaux. Et puis, les nouveaux algorithmes prédictifs du machine learning viennent automatiser certaines de nos conduites. Ils viennent essayer de les comprendre, comme il a été dit tout à l'heure, essayer de prédire à partir de traces passées, comparées aux traces des autres, ce que pourrait être notre comportement au futur. Voilà, dessiner très rapidement 4 mondes qui correspondent à 4 manières d'entrer différemment dans les services du web et d'essayer de comprendre le genre d'effets qu'ils produisent sur le couple que nous formons avec ces nouveaux artefacts du web. Alors, je coupe beaucoup de choses, mais c'est un peu dans cette direction-là que moi je trouve qu'il y aurait une contribution importante que pourraient faire les chercheurs des sciences sociales, enfin en tout cas moi c'est celle à laquelle j'aimerais contribuer, pour essayer de favoriser une sorte d'apprentissage et de pédagogie dans lequel on n'entre pas dans un débat qui est celui de l'homme, la machine, et puis la machine est si complexe que je ne peux pas la comprendre, et quelle est ma place, moi, humain, face aux machines. Je pense que ce débat ontologique, il nous fascine, il nous effraie, on en fait de la science-fiction, mais on n'en fait pas de la politique. Qu'en revanche, on discute de savoir si on préfère un monde de popularité, d'autorité, de réputation ou d'automatisme, et la manière dont les algorithmes les façonnent, la manière dont les différents services les construisent, la manière dont nous pouvons leur opposer d'autres manières de calculer l'information ou les services, c'est, je crois, entrer dans une sorte de mise en débat public de la manière dont nous voulons que les technologies numériques façonnent et construisent un monde que nous désirons et pas un monde qu'on nous impose. Voilà. Bravo. Merci, oui. Merci. Tu as commencé ton propos tout à l'heure, mais aussi dans le livre, en parlant de politiser le débat. Tu as terminé d'une certaine manière dessus aussi. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que c'est simplement comme le suggère Viviane Reding, de faire un peu plus de lois, de protéger nos données, d'avoir des garde-fous, de garantir le droit à l'oubli, etc. Ou est-ce que c'est une prise en main par les citoyens un peu plus grande, et donc sous quelle forme? Oui, alors, non, ce ne serait pas... même si tout ce qui est dit sur le droit, mais moi je ne suis pas compétent dans ce domaine, c'est pour ça que n'y interviens pas, hein, mais ce serait évidemment très important. Moi, ce que j'entends par politiser le débat, c'est de faire cette chose dont on parle beaucoup, de la littératie numérique, c'est-à-dire pour tout et chacun, comprendre et du coup voir quels sont les enjeux derrière, quels sont les enjeux d'un monde de l'excellence, hein. Est-ce qu'il ne faut pas aussi calculer autrement que par la méritocratie de l'excellence de Google, et faire que ces enjeux, on puisse chacun se les approprier pour ensuite opposer aux plateformes, aux calculs, une lecture qui ne soit pas intimidée et silencieuse. Voilà, moi, ce que j'entends par politiser, c'est un truc très bête en fait, hein, et très simple, c'est de dire... arrêtons de dire je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre. C'est de dire on peut comprendre, et ce qu'on comprend, on peut
aussi essayer de soumettre à la critique et à la discussion un certain nombre des formes qui viennent avec ces technologies. Il y aurait plein d'exemples. Hein. Les utilisateurs de Facebook se rebellent contre un certain nombre de propositions que leur fait Facebook. Aujourd'hui, typiquement, voilà, forme d'auto-organisation aussi des Adblock est en train d'envahir les interfaces du web de vous, de moi, etc. Tout simplement comme une forme de résistance politique à certaines formes violentes d'envahissement publicitaire. Donc il y a plein de thèmes dans nos pratiques ordinaires et très quotidiennes de l'Internet dans lesquels des enjeux de ce type-là peuvent être présents. Alors, il y a, pour rester sur ce thème, il y a une phrase qui m'a surpris dans les conclusions du livre, qui est de dire qu'il est vain de réclamer que soit levé le secret des algorithmes et plus utile de connaître les flux de données qui entrent dans la composition du calcul. Or, moi, il me semblait que, peut-être de manière un peu simpliste, la transparence sur les algorithmes, puisque tout le monde se plaint que l'algorithme de Google ou celui de Facebook sont des secrets aussi bien gardés que la recette du Coca-Cola, c'était un peu une exigence de transparence qui serait une partie de la solution. Or tu as l'air de déplacer le problème. Si, je pense que l'exigence de transparence, elle est très utile, très importante. Il faut la soutenir de façon forte. Simplement, là, on est dans un débat plus technique sur les nouveaux algorithmes. Hein, c'est-à-dire qu'on peut toujours demander de lever le secret sur l'algorithme de Google. Même Vince Sigal, qui est la personne qui est à la tête de cette affaire, ne comprend plus ce que fait son algorithme. Donc, on ne comprendrait pas mieux ce qu'il fait dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner. Voilà, c'est ça mon point. C'est pas parce qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il fait. Alors, on ne comprend pas ce qu'il fait parce que les techniques aujourd'hui algorithmiques sont notamment le support vector machine ou les réseaux connexionnistes produisent des modèles qui sont complètement distribués et qui ne sont pas interprétables par un humain, en fait, dans cette affaire. En revanche, savoir qu'est-ce qui rentre dans le système et quel est l'objet de la supervision de l'algorithme, parce qu'on donne toujours à un algorithme un objectif, et savoir auditer la manière dont on fait bien respecter l'objectif qu'on lui a donné à l'algorithme, ça en revanche, ça mérite un audit, une critique, de façon évidemment très forte. Alors, dans l'émission d'hier soir de Tadi, à laquelle il a été fait référence tout à l'heure et à laquelle tu participais, il a fait un petit montage d'extraits du journal télévisé sur une période assez courte, qui était assez... Bonjour, on va reprendre. Donc, je suis Pierre Aski, cofondateur de Rue 89 et partenaire de cette journée qui fut dense, qui fut... alors, après la dernière table ronde, je ne sais plus si Internet c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas, c'est intéressant et ça pose un certain nombre de questions. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant avec cette leçon de clôture. Parce que le propre des révolutions technologiques ou des changements de paradigme comme ceux que nous vivons en ce moment et dont nous parlons depuis ce matin, c'est que quand on est dedans, on a le nez dans ce qu'on vit, on n'a pas nécessairement le recul pour comprendre ce qui nous arrive, ce qui change dans nos comportements, ce qui est de notre libre arbitre et ce qui est généré par des forces que nous ne connaissons pas ou que nous ne maîtrisons pas. Et c'est là qu'on a besoin de gens comme Dominique Cardon, on a besoin de gens qui font un pas de côté pour nous aider à comprendre, pour nous aider aussi à nous donner les armes pour que nous restions, dans la mesure du possible, maîtres de nos destins. Je ne sais pas si, après ce qu'on a entendu tout à l'heure, on peut imaginer qu'on sera totalement maître de nos destins numériques, mais en tout cas, comprendre, c'est un pas indispensable pour avancer. Alors, Dominique Cardon est chercheur au laboratoire des usages d'Orange Labs. Il utilise les armes de la sociologie pour comprendre ce qui nous arrive, ce que nous faisons avec nos smartphones, ce que nous vivons dans nos navigations Internet, ce que nous vivons dans notre vie personnelle, dans notre vie sociale, dans nos relations de travail et au-delà. Et c'est un outil extrêmement intéressant. Ça fait plusieurs années qu'il trace cette voie un peu parallèle pour nous aider à comprendre tout ça. Et
et il jalonne ce chemin de quelques ouvrages qui font référence parce qu'il y a besoin de production intellectuelle sur ces sujets. Et je pense notamment à La démocratie Internet, promesses et limites, qui était paru en 2010. J'étais dans le jury des Assises du journalisme et nous lui avons donné à l'époque le Grand Prix des Assises du journalisme parce que c'est un livre qui posait un certain nombre de questions sur à la fois les possibilités de la réinvention de la démocratie, mais aussi comment les réseaux sociaux et les nouveaux modes de communication sur Internet influaient sur nos vies de citoyens et pas simplement de consommateurs. Et il y a cette mise en garde dans ce livre qui, je pense, résume sa démarche et peut-être aussi une partie de la tonalité de cette journée. Cette révolution qui est en train de se dérouler sous nos yeux est une aubaine dans la mesure où elle approfondit et complexifie le régime démocratique. Pourtant, il ne faut pas l'accueillir avec une satisfaction béate. Avant de la célébrer, il faut la penser tout en s'interrogeant sur ses limites. Et je pense que cette phrase, s'adressant à l'impact d'Internet sur nos pratiques démocratiques, concerne l'ensemble de nos pratiques et ça participe de son nouveau livre qui vient de sortir, qui a un titre étonnamment poétique, « À quoi rêvent les algorithmes ?» Alors, nous, on a une règle sur notre site, c'est qu'en général, quand on met le mot algorithme dans un titre, on sait qu'on plombe l'audience parce que c'est un mot qui fait peur, qui sert de repoussoir et qui fait penser aux gens que de toute façon, ils ne vont pas comprendre. Alors, je vous rassure tout de suite, au-delà de la poésie du titre, c'est un livre qui est extrêmement compréhensible, même pour ceux qui, comme moi, ne comprennent rien au calcul, aux mathématiques et au savant dosage que constituent ces systèmes de calcul, de big data, de données massives et qui sont le cœur aujourd'hui de tout ce que nous vivons au quotidien. Et ce livre s'interroge non seulement sur le fonctionnement de ces systèmes, mais il essaye de nous pousser peut-être, nous citoyens, à non seulement nous interroger, mais aussi à chercher les moyens de reprendre un peu de contrôle sur nos vies que ces boîtes noires, pour employer un autre terme, utilisent à des fins qui ne sont pas nécessairement celles que nous souhaitons. Dominique, je te passe la parole et puis nous reprenons ensuite un débat. Bon, merci beaucoup Pierre, merci pour l'invitation. Je suis à vrai dire un peu intimidé, puis surtout je suis un peu ennuyé de devoir faire une leçon qui ne va pas être du coup une leçon, mais après la journée passionnante qui vient d'avoir lieu, donc je ne vais pas ennuyer tout le monde avec un texte et essayer assez rapidement de dire quelques petites choses en profitant d'une certaine manière de l'invitation pour faire un petit exercice de désenvoûtement. Parce qu'il me semble que dans les débats autour du numérique, ils agissent sur nous un petit peu comme des filtres magiques. Alors même que les technologies numériques se sont incrustées dans nos vies depuis maintenant plus d'un quart de siècle, nous continuons à regarder les 1001 effets qu'elles diffractent dans nos vies quotidiennes et dans la vie sociale, comme si un agent unifié, extérieur à nos vies, à nos projets, à nos désirs, planait au-dessus de nous, une sorte de dieu sorcier, avec ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, ceux qui en espèrent beaucoup et ceux qui sont effrayés. Et c'est un ensorcellement qui est partagé aussi bien, et c'est le point qui m'intrigue, par les zélotes que par les Cassandres. On construit, on réifie un numérique avec un grand N, comme si une force irrésistible venait déchirer notre monde, imposer sa rupture, la sacro-sainte disruption, appeler à la lutte des 2.0 contre les 1.0, comme si la planète numérique, un peu comme la Mélancolia de Lars von Trier, arrivait vers nous et que face au destin qu'elle nous promettait, il fallait soit évangéliser, soit se cacher dans une grotte déconnectée. Alors, je caricature beaucoup ce tableau, mais il me semble qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la croyance et surtout cette obligation qui est faite et donc que je voudrais partager avec vous, aux chercheurs, en sciences sociales, d'être pour
ou d'être contre, d'y croire ou de ne pas y croire, d'être confiant ou d'être inquiet, alors même que quand on en explore les usages, qui est ma tâche, mon métier, tous ces débats d'estrade n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité de nos pratiques, les miennes, les vôtres, quotidiennes, banales et assez peu utiles. L'enregistrement du sommeil par la petite application de l'iPhone, on vient de montrer que les calculs, la mesure était complètement fausse. La prédiction de la grippe par Google Flu, qui était un des services phares des Big Data, a été arrêtée par Google tellement la mesure était imprécise. La personnalisation publicitaire fait mieux qu'une distribution aléatoire de la publicité sur vos pages web, mais franchement, les résultats sont assez faibles. L'analyse des sentiments donne des résultats d'une incroyable trivialité. Il n'est pas possible de prédire les résultats des élections ou le succès d'un film avec des tweets. La traduction automatique de Google, je vous invite tous à aller essayer quelques phrases. Donc vous voyez que dans les promesses, on a un discours de promesses parfaites d'un monde de la prédiction. La réalité concrète aujourd'hui, c'est qu'on n'y est pas. Et pourtant, et c'est l'argument que j'aimerais soutenir, parce que moi j'aime les sciences et les techniques, j'aime les gens des laboratoires, j'aime le travail patient, méticuleux, difficile, astucieux, rusé qu'ils doivent mener pour essayer de lever des difficultés techniques, pour essayer de trouver de nouvelles solutions, pour faire face à ces nouvelles ruptures technologiques. Mais ce n'est pas cette réalité-là qu'on nous fait voir, ou alors on nous la fait voir dans des exemples, des cas très particuliers, excusez-moi. Lorsque, par exemple, l'INRIA vient nous expliquer, par un communiqué magnifique qui a été fait au moment de la loi de programmation militaire, qu'un algorithme, actuellement, on peut lui donner toutes les communications des Français, il n'arrivera pas à détecter des terroristes si sa base d'apprentissage, c'est qu'il a 4 ou 7 terroristes pour faire un modèle, pour le faire tourner ensuite sur l'ensemble des communications. Tout d'un coup, là, on découvre cette réalité du travail, cette réalité des technologies qui est souvent masquée par l'immense discours des promesses et des prophéties qui vient partout. Je ne vous fais pas le couplet, je le passe sur l'intelligence artificielle. Bon, vous voyez que l'intelligence, elle est statistique. Il y a des progrès qui sont faits, mais on est très, très loin de ces débats sur l'intelligence artificielle. Juste pour dire que les cadors du domaine, que j'aime beaucoup, Yann Lequem, qui est aujourd'hui un Français qui dirige aujourd'hui le département de l'intelligence artificielle de Facebook, ou bien Andrew Ng, qui est l'un des maîtres de la discipline, ne cesse de rappeler à longueur d'interview qu'il faudrait qu'on arrête de faire des promesses sur l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire dans les laboratoires. Ils font des choses passionnantes, ils font des choses très intéressantes, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas en train de faire un être artificiel autonome avec une volonté et une autonomie propre. On est très très loin encore de ça, même si des choses se passent. Donc la leçon de désenvoûtement, ce serait d'être plus réaliste et peut-être d'aller plus dans les laboratoires que dans les conférences de presse des technologues et de leurs entreprises. Ma deuxième leçon, je vais très très vite, c'est qu'il me semble qu'on se désenvoûterait, ou en tout cas on aura un recul plus distant à l'égard de ces discours sur la technique et sur les outils de communication si on ne parlait pas au nom des utilisateurs. Et que dans beaucoup de ces discours, soit de prophéties encourageantes, soit de discours critiques, on présuppose l'utilisateur. En fait, on le rend complètement transparent à l'outil ou au service qu'on est en train de décrire, comme s'il était réellement en train de faire ce que le concepteur avait pensé qu'il allait faire. La réalité des usages, c'est que les utilisations sont beaucoup plus différentes, beaucoup plus inattendues, beaucoup plus dispersées, beaucoup moins continues qu'on ne l'imagine parfois. Et on imagine à la fois un utilisateur naïf, novice, extrêmement docile, qui se laisserait constamment guider par les entreprises et les outils qu'on leur donne, qui ne correspond pas bien à la réalité, et d'autres, à l'inverse, imaginent une sorte, notamment pour la fameuse génération Y, des utilisateurs habiles, adroits, virtuoses et incroyablement compétents, que ne sont pas non plus les fameux jeunes de ces générations. Les usages sont plus complexes, on a du mal à imaginer leur diversité. L'attention peut être extrêmement captive, mais elle peut être aussi extrêmement réflexive et critique selon les conditions et les services. Souvent, on imagine l'utilisateur à travers la plateforme dont on parle, donc il est enfermé dans Facebook, mais quand on va voir l'utilisateur, il a 5 onglets qui sont ouverts, donc il y a bien Facebook, mais il y en a 4 qui sont à côté. Donc il y a une variété des usages, il y a une pluralité, il y a une ruse de l'utilisateur qui est souvent oubliée dans beaucoup de ces discours. Et puis le deuxième élément
qu'il faudrait souligner, c'est que par rapport à la première, au premier petit exercice, c'est que parmi toutes les promesses technologiques qui sont faites, il y en a qui accrochent sur l'usage, qui accrochent sur nos sociétés. Il y a des moments où l'artefact fait monde avec des individus, des pratiques sociales, des pratiques d'entreprise, des pratiques commerciales, et ils vont effectivement fonctionner. Et puis il y a plein de propositions technologiques qui ne rencontrent pas leurs utilisateurs, qui ne rencontrent pas un monde d'usage et qui ne font pas, d'une certaine manière, qui ne sont pas socialisés ou apprivoisés par nos sociétés pour faire sens. Moi, j'avais autrefois beaucoup travaillé sur le télétravail. Le télétravail, c'est une promesse qui est présente depuis les années 60 et qui n'arrive toujours pas. Mais on continue à nous vendre la promesse. Alors, la promesse notamment d'aménagement du territoire, etc. Bon, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui, mais on continue à nous annoncer le télétravail. Il y a aujourd'hui toute une vague autour du quantified self. Il y a beaucoup de zélotes, de discussions, etc. sur le quantified self. La réalité des usages du quantified self, moi j'ai une collègue qui travaille très près là-dessus, c'est qu'à part les sportifs, où là, la greffe a effectivement pris sur une petite partie des joggers, le reste des pratiques de quantified self, c'est des gens qui commencent et qui arrêtent au bout de 3-4 semaines, qui trouvent que leurs données sont très monotones, et finalement l'articulation entre une proposition technologie et puis un monde d'usage ne se fait pas, en tout cas actuellement, sur ce genre de technologie. Le troisième petit exercice que je voulais faire est le plus compliqué. Et pour le dire rapidement, et dans une formule que vous n'allez trop abstraite, c'est que je crois qu'il ne faut pas se tromper de théorie de la domination pour bien faire une critique des nouvelles formes que prennent le numérique dans nos sociétés. On en a eu dans le débat entre Éric Sadin et Alain Bensoussan tout à l'heure un merveilleux exemple, mais c'est que je crois qu'il est toujours très important de savoir sur quoi prendre appui pour fonder un discours critique. Depuis quelle position, depuis quel principe, depuis quelle norme va-t-on juger qu'une activité, qu'une pratique, qu'un service, qu'un État ou une entreprise agissent pour le bien ou pour le mal, ou en tout cas sur quoi va-t-on appuyer notre critique à cet égard. Et l'idée que je voudrais brièvement défendre, c'est que la mobilisation des arguments qui avaient été traditionnellement opposés aux médias de masse, à la société de communication et aux formes de la domination économique, on dirait dans le capitalisme industriel, est assez peu efficace et opérante aujourd'hui. Et c'est les thèmes de la colonisation numérique, de la rationalité calculatrice, de la surveillance disciplinaire, de l'enfermement des individus, d'un système de contrôle sur les individus, de déshumanisation instrumentale, applique, me semble-t-il, sur une réalité nouvelle, un diagnostic critique qui a été inventé à propos d'un état un peu ancien